La longue période de confinement que nous pouvons vivre, qu'il serait temps d'ouvrir et de limiter la casse au niveau de ces activités économiques essentielles pour le territoire. Avec encore une fois cette règle des 100 km qui fait que l'environnement ouvrir certaines plages sans nous retrouver submergés par des flots de citoyens. J'ai bon espoir, mais ça demande un peu de temps, ça demande un débat. Nous verrons si nous sommes en vert, en tous les cas, pour que nous puissions participer à cette différenciation exprimée par le communauté. Le président du conseil régional de Bretagne, Loïc Chanceny-Girard, répondait à Victor Fort. Les places, ce sera donc début juin minimum. Début juin, ce sera le début des deuxièmes étapes. Une nouvelle période de 3 semaines avec de nouvelles autorisations envisagées. Retour des cérémonies religieuses, retour des sports d'intérieur et collectifs. La saison de Ligue 1 de football, comme tous les sports professionnels, est en revanche terminée. Et l'ouverture possible des grands musées et du cinéma est également des lycées. Car on en fait un peu plus sur les établissements scolaires. Comme attendu, la rentrée se fera petit à petit. Marc Pédé, ce sont d'abord les écoliers qui vont retourner en classe. Tout d'abord pour les écoles maternelles et primaires, Édouard Philippe a rappelé que la rentrée se ferait le 11 mai, à condition que la situation sanitaire dans le pays permette un déconfinement. Cette rentrée sera progressive sur la base du volontariat avec 15 élèves maximum par classe et à condition que les maires l'autorisent, des maires qui devront par ailleurs déterminer avec les chefs d'établissement les conditions d'accueil pour la cantine, les récréations, le périscolaire et l'alternance des deux groupes. Les masques seront interdits en maternelle et pas recommandés en primaire. Ils seront en revanche obligatoires pour les adultes. Et Marc, pour les collèges, ça sera le 18 mai, mais là encore avec des conditions. Oui, les collèges devraient pouvoir ouvrir leurs portes ce jour-là, mais uniquement aux élèves de 6e et de 5e et seulement dans les départements où le virus circule peu. Aucune précision pour les 4e et les 3e. Quant aux lycéens, le Premier ministre évoque une reprise en juin, mais rien n'est certain. La décision sera prise fin mai. L'incertitude reste totale également en ce qui concerne la tenue des oraux du bac français pour les élèves de première. Interrogé hier sur TF1, le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, n'exclut pas que les lycéens ne reprennent qu'en septembre, même s'il ne souhaite pas un tel scénario. Marc Pédé, alors les parents d'élèves et les syndicats attendent plus de précisions. Certains se demandent pourquoi on autorise 15 élèves en classe alors que les rassemblements seront limités à 10 personnes. Pour les détails, ça sera au maire de décider. Certains édiles ont déjà annoncé qu'ils refusaient cette ouverture le 11 mai. Ils estiment que les préconisations du gouvernement sont trop compliquées à mettre en place. Thierry Meunier et le maire de Lac, dans l'Hérault, lui, va rouvrir ses établissements, mais à contre-cœur. Qui serait rassuré de prendre la responsabilité d'interdire à des enfants de maternelle, à des enfants de primaire, de se toucher, de ne pas jouer à des jeux de ballon? Toute personne qui a eu des enfants ou peut envisager le stress qui peut être le nôtre de devoir respecter ce genre de situation. J'ai disposé dans une classe d'une quinzaine de tables, il n'y a pas beaucoup de place qui reste, si on essaye de garder une distance entre chaque élève de plus de 1 mètre. Qu'est-ce qu'on fait des hôtels? Parce que généralement il y a entre 26 et 30 gamins par classe. Comment on sélectionne ces 15 élèves? C'est totalement irresponsable de penser que ça puisse se faire dans ces conditions-là. Bon, il paraît, pioche. Alors, le fait que ce soit dans les établissements scolaires, les transports ou même dans la rue, le port du masque est pas, ou en tout cas devrait se généraliser. Il y en aura assez pour tout le monde, promet Édouard Philippe, et dès demain on pourra les acheter en ligne sur une plateforme mise en place par la Poste et chez les buralistes. Depuis le début de la semaine, on peut les trouver en pharmacie. Enfin ça, c'est pour la théorie. En pratique, c'est plus compliqué le reste du monde. On est harcelé de demandes, les appels c'est 500 heures en moyenne. Et à chaque fois, la même réponse de Delphine Chabiteau, pharmacienne à Orcé-dans-l'Essonne, non, les masques alternatifs ne sont pas encore là. Ils arriveront dans une dizaine de jours. C'est encore une nouvelle gestion à faire. On passe nos journées à s'arracher les cheveux. Voilà, la nuit je rêve de masque, je rêve de celui-ci mais de Philippe. Encore faut-il pouvoir commander ces masques. Béatrice Cléras-Maillot, pharmacienne à Châtenay-Malabry dans les Hauts-de-Seine. C'est un vrai parcours du combattant. On a contacté des fournisseurs qui étaient déjà en rupture de stock, ou alors des fournisseurs pour lesquels le délai était trop long. Deux types de masques alternatifs existent d'après le gouvernement. Ceux de la catégorie 1 qui filtrent 90% des particules sont destinés aux professionnels en contact avec le grand public. Sinon, il y a ceux de la catégorie 2 qui filtrent 70% des particules. Pierre Becquet, président de l'Ordre des pharmaciens, section officine. C'est pas à nous de dire, moi je réserve celui-là à madame parce qu'elle travaille dans un supermarché caissière, et vous, monsieur, vous n'avez pas l'activité professionnelle, je vous donne plutôt la catégorie 2. C'est le client qui fera son choix. Estimé entre 3 et 5 euros, le prix varie selon
masque alternatif peut être lavé 5, 10, 20 ou 30 fois. Alors, Yann Poulgon, on termine avec cette dernière minute. Le groupe Airbus a perdu 481 millions d'euros au premier trimestre, baisse de chiffre d'affaires de 15%. Le constructeur aéronautique annonçait avant-hier qu'il risquait de devoir réduire encore sa production d'avions dans les prochains mois. Voilà, nous parlons de tous ces sujets, évidemment, avec Thierry Breton, commissaire à l'économie, sur l'invité politique de la matinale demain. Sujet déjà évoqué par Alexandre Juniac il y a quelques instants avec Dimitri. Demain, on va recevoir Adrien Quatennens, quelques mots sur Alfred Hitchcock, certain considèrent qu'il est l'un des cinéastes qui a révolutionné le 7e art avec les Visconti, Kubrick et Chaplin. Il nous a quitté le 29 avril 1980 à Bel Air en Californie. Vous savez, mon cher Augustin, qui était britannique, qui est devenu américain en 1955, il a eu une femme dans sa vie allemande, qui était à la fois monteuse et scénariste. Même s'il regardait beaucoup les autres, ils sont les mêmes, il faut tuer certaines d'entre elles, et malheureusement, ça n'a jamais marché. Hitchcock, c'est l'homme qui a toujours considéré, en tout cas, il était dans le très nombreux de ses films, qui est d'ailleurs le plus dangereux qu'un innocent condamné. On trouve ça par exemple dans les 39 mars, à un mort au Proust, ou dans le métier à Gontieri. Il y a toutes ces François Truffaut disait de celui qu'il considérait comme le plus grand silence du XXe siècle. Il est arrivé en Amérique en 1940, appelé par Selznick, qui admirait ses films anglais comme les 39 marches et La fin disparaît. Je crois que La fin disparaît avait eu le prix des critiques new-yorkais, le New York Film Travail, c'était un film anglais. Donc Selznick avait fait venir Hitchcock comme il avait fait venir Intervalle du siècle, il avait fait venir toutes sortes de gens, parce qu'il était un bon de talent. Et c'était juste que on va faire des films américains qui marcheront, je peux même le louer ce service à d'autres compagnies, ce qu'il a fait d'ailleurs pendant 5 ans. Et il a construit aussi un peu sur le plan publicitaire, Hitchcock, le maître du suspense, tout ça, ça date de l'époque Selznick. Mais en même temps, Selznick était un homme assez tyrannique, et à travers des films comme Le Cas, C'est Paradis, il s'est quand même échangé beaucoup de mémos, et Selznick voulait celle de Psychose réalisée par Bernard Herrmann, qui fout les chocottes même à 7h40 du matin avec Adrien Quatennens, dans mon film préféré de Hitchcock, c'est Fenêtre sur cour, avec James Stewart qui date de 1959. Savoir accompagner un projet d'entreprise prometteur, c'est un métier. Chez Arkea, nous sommes 10 500 à concevoir des solutions financières innovantes pour accompagner chaque jour les projets de nos clients. Arkea, entrepreneur de la banque et de l'assurance au service des territoires. Et avec Arkea, retrouvez chaque jour Fabrice Lundi dans Territoire d'Excellence à 6h55 sur Radio Classique. Radio Classique, les spécialistes. Bonjour et bienvenue sur l'antenne de Radio Classique. On avait cru comprendre à un certain moment dans le Quatennens qu'il y avait dans les propos de Jean-Luc Mélenchon une sorte de volonté de gouvernement commun, en tout cas de volonté d'être ensemble. Et puis ces dernières semaines, l'accord s'est totalement distendu avec le gouvernement. Pourquoi? Bonjour Guillaume Durand. Vous avez raison de nous avoir remarqué cela depuis le début de la crise, depuis exactement la date du 27 février, première date à laquelle le Premier ministre nous avait conviés à Matignon pour discuter de cette crise. Avec Jean-Luc Mélenchon, nous avions signifié notre disponibilité pour ce que nous avons appelé l'unité d'action, c'est-à-dire le fait de ne pas rajouter de matériel dans la période et d'être face au virus dans le Pour autant, tout le monde veut bien entendre que cette unité d'action ne valait pas pour nous union nationale, puisque bien entendu il y a des responsabilités politiques. Nous considérons qu'il ne faut pas face à un virus face aux effets d'un virus sur un modèle politique, économique, qui a bien des écarts, et notamment sur la santé, qui fallait se contenter d'un sujet, nous a mis en situation de vulnérabilité. Et cette unité d'action a été mise mal par le gouvernement hier, parce que vous le saviez peut-être pas tous vos auditeurs, mais il y a encore 3 jours de ça, il était convenu que nous ayons un débat sur des confinements qui aurait dû avoir lieu dans une semaine, qui nous aurait donc permis de faire valoir auprès des OFI des propositions. Nous avons dès lundi publié un plan complet des confinements. C'est pas un marketing, c'est un outil de communication, c'est une construction aussi pour le pays. Et hier, on a demandé en gros de voter dans le flou d'une présentation de plan qui était à prendre ou à laisser. À quand même que c'était d'autres manières de fonctionner en démocratie dans un temps de crise comme celui
qu'au fond, la bataille politique continue, quoi. Il n'y a aucun moyen de trouver un terrain commun face à quelque chose qui nous menace tous. Et vous savez, Guillaume Durand, d'abord, je vais vous dire que l'unité d'action, pour nous, elle était valable jusqu'à cette rupture posée par le gouvernement hier. Mais vous êtes-vous ému, vous, par exemple, du fait de savoir que pendant toute l'année qui a précédé le coronavirus, le personnel non seulement de l'hôpital public était en manifestation en grève pour indiquer que les services craquaient de tous côtés et que tout ne tenait pas pour un développement absolu. Alors, mais si vous voulez, j'ai pas vu, et vous non plus, a priori, qu'il y ait eu l'union nationale à cette période. Vous voyez, donc, encore une fois, il ne faudrait pas, disons, qu'une période de crise nous mette en situation d'amnistie certains responsables politiques qui ont pris des décisions qui nous ont mis en situation de fragilité. Vous voyez, juste un exemple, mais la Commission européenne, dans les dernières années, a demandé une dizaine de fois aux États membres de procéder des coupes budgétaires dans le domaine de l'hôpital. Le résultat, c'est qu'en 15 ans, vont disparaître 69 000 lits à l'hôpital. Donc moi, je veux bien que dans une situation catastrophique, tout le monde soit bras dessus, bras dessous, à nous expliquer qu'on a tout changé. D'ailleurs, on me l'avait déjà fait il y a 12 ans lors de la crise financière. Envoyer le discours de Nicolas Sarkozy au lendemain, ça aurait été fini du capitalisme financier. Il faut tirer des leçons de cette situation. Je crois que les Français Bon, je sais que finalement la position que nous défendons aujourd'hui, c'est la position d'opposants qui considèrent qu'au départ, c'est comme des sortes de fausses, de mensonges, ce qui expliquerait que le désamour qui peut exister, je dis peu au sens conditionnel entre une partie de l'opinion et le gouvernement. Tout le monde aura vu que l'entrée dans la crise a été extrêmement calamiteuse. On a vu les incohérences à l'entrée dans le confinement, le fait que la parole publique ne valait que pour quelques heures, que ce soit succédé des ordres et contraintes, on se rend compte de ce fait que l'application des consignes difficiles, alors elles ne sont pas claires. Et nous, depuis le début, nous disons, même si le déconfinement n'est pas pour tout de suite, vous ne devez pas, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs du gouvernement, vous ne devez pas entrer dans la période de déconfinement avec le même niveau d'improvisation que vous êtes entré dans la période de confinement. Alors là, moi, ce que je Si ça n'était pas pour interrompre avec quelqu'un, est-ce que la caractéristique d'Édouard Philippe Pierre, c'était pas au fond le discours de la grande prudence? Sans doute, mais moi, je dirais surtout que, oui, bien sûr, vous avez raison, mais pourquoi grande prudence? Parce que moi, ce qui apparaît à mes yeux à voir le discours d'Édouard Philippe hier, c'est que cette tête du 11 mai lui traîne comme un boulet au pied, qui lui a été accroché à la cheville par un responsable et un seul, le président de la République, dont vous savez qu'il l'a choisi extrêmement seul et de manière arbitraire, cette date. Rappelez-vous que lors des deux précédentes allocutions présidentielles, à chaque fois, il se réclamait du conseil scientifique pour valider ses choix. Vous avez remarqué que lors de la dernière allocution présidentielle, il n'a pas été question du conseil scientifique, parce que vous savez, Guillaume Durand, que le conseil scientifique, si je ne cite qu'un sujet, celui des écoles, n'était pas favorable à la reprise de nos. Donc on a l'impression tout de même, si vous voulez, que Emmanuel Macron prend le problème à l'envers. Il a posé une date de manière arbitraire, il a dit à son gouvernement, débrouillez-vous-en. Et le résultat, c'est ce qu'on voit apparaître hier, c'est des tas de choses dans lesquelles on peut imaginer que nous ne serons pas prêts, et aussi des mesures tout à fait variables. Enfin, vous voyez bien, on dit que les Français qui s'attendaient à leur déconfinement s'aperçoivent qu'en fait, il n'est pas question de leur déconfinement à eux, il est question du déconfinement uniquement du travail. Et que selon que vous vous déplacez pour aller travailler ou que vous alliez retrouver des amis, on va supporter que vous preniez des risques qui ne sont pas exactement de même ampleur. Donc cette date du 11 mai, c'est un choix hasardeux pour nous, et c'est le sens du plan que nous avons posé sur la table avec la France Insoumise. En quelque sorte, la date doit découler d'un processus, d'un plan. Nous devons savoir combien de matériel avons-nous besoin, comment l'organiser, quelles procédures pour reprendre le travail en toute sécurité, et la date, entre guillemets, doit résulter de ce processus, pas être un point de départ imposé arbitrairement par un seul homme. Merci Alain Gattaz, député de la France Insoumise.